L'expo rétro Federico Fellini, qui commence cette semaine à la Cinémathèque française, nous a donné envie de poser cette question simple. C'était qui, ou plutôt c'était quoi, au juste, Federico Fellini? Voici notre réponse subjective en 10 petites madeleines. Federico Fellini, c'était tout d'abord des débuts juste après la guerre en tant que caricaturiste pour la presse italienne, puis la rencontre décisive avec Roberto Rossellini, dont il est l'assistant et le co-scénariste, et même pour lequel il fait l'acteur dans le sketch L'Amore aux côtés d'Anna Magnani. Et puis tout début 50, la réalisation des premiers longs métrages, Les Feux du music-hall et Le Chèque blanc, avant la révélation Les Vitelloni en 1953, où Fellini fait le portrait d'une bande de parasites, d'inutiles, adeptes du farniente, désinvoltes, l'air de rien. Et puis vient l'année 1955 et le premier classique des classiques, La Strada, avec la brute Zampano, alias Anthony Quinn, et son spectacle tout en muscles. Et bientôt une partenaire de choix en la personne de Gelsomina, alias Giulietta Masina. È arrivato Zampano. È arrivato Zampano. Federico Fellini, c'était ensuite au milieu des années 50, Il bidonnait, nouvelle chronique provinciale sur de petits escrocs qui ne savent plus très bien quoi inventer pour voler les gens. Puis dans la foulée, Les Nuits de Cabiria, où Giulietta Masina incarne une prostituée ingénue perdue dans ses rêves. Et puis début 60, la Révolution, la Dolce Vita, soit l'Italie du miracle économique de la fin des années 50 et une Rome mondaine symbolisée par une Via Veneto envahie par les paparazzi. La Dolce Vita, un film sur la fête et l'excès bien sûr, mais aussi l'instant d'après, un film sur le vide et la vacuité de cette mondanité. Et puis une fiction sur l'impuissance et la frustration, où les personnages se rapprochent, se désirent, mais ne concrétisent jamais. Un film de l'empêchement, où les personnages tentent sans cesse de se parler, mais ne s'entendent jamais, au début du film, comme à la fin du film. Federico Fellini, c'était ensuite, toujours début 60, La tentation du docteur Antonio, un sketch pour le film collectif Boca 70, dans lequel il revient sur le mode parodique sur le scandale qu'a provoqué quelques mois plus tôt la Dolce Vita. Et puis en 1963, un nouveau classique des classiques, 8,5, avec Marcello Mastroianni, en double du cinéaste, en proie à une crise d'inspiration, et qui va plonger dans ses fantasmes, volant au-dessus des embouteillages, ou recevant la visite d'une Claudia Cardinal lumineuse et rafraîchissante. Et puis en point d'orgue, la ronde la plus célèbre de l'histoire du cinéma sur la musique éternelle de Nino Rota. Federico Fellini, c'était ensuite, en 1965, les retrouvailles avec Giulietta Masina pour Juliette des Esprits, où l'actrice incarne une femme au foyer délaissée par son mari et qui, personnage fellinien oblige, se réfugie dans des fantasmes tous plus insolites les uns que les autres. Et puis en 1968, le sketch Toby Dammit avec Terence Stamp en star de cinéma perdu dans une Rome cauchemardesque.
Et enfin, en 1969, Satyricon, d'après Pétroné, vision décadente et baroque d'un empire romain décadent et baroque, avec quelques scènes d'orgie entrées dans l'histoire du cinéma, mais aussi une ouverture inoubliable qui nous rappelle que Federico Fellini savait comme personne nous plonger dans la fiction. La terra non è riuscita a inghiottirmi nella voragine. Non m'ha inghiottito il mare con le sue rabbiose tempeste. Sono sfuggito alla giustizia, sono scappato al circo. Mi sono perfino macchiato le mani di sangue. Per ridurmi qui senza un soldo, bandito dalla patria, abbandonato. E chi m'ha dannato a questa solitudine? Uno che porta il marchio di tutti i vizi, degno del bando per sua stessa ammissione. Ha scelto! Ha scelto! Federico Fellini, c'était ensuite, au début des années 70, Les Clowns, avec une scène d'introduction comme une confession qui revient sur la fascination du tout jeune Fellini pour le cirque. Et puis en 1972, un film somme, Roma, dans lequel Fellini continue à se plonger dans ses souvenirs, cette fois centré sur la ville éternelle, avec la découverte de la capitale à la fin des années 30 et l'arrivée à la gare de Termini, puis la découverte des restaurants bondés dans le Trastevere, et puis des visions plus contemporaines avec le périphérique bondé de jour et la ville et ses monuments parcourus à moto de nuit, sans oublier le Vatican et son défilé d'ecclésiastiques plutôt insolite. Et enfin, cerise sur le gâteau, la rencontre furtive et inattendue au petit matin avec Anna Magnani. Questa signora che rientra a casa costeggiando il muro dell'antico palazzetto patrizio è un'attrice romana, Anna Magnani, che potrebbe essere anche un po' il simbolo della città. Che so io? Una Roma vista come lupa e vestale, aristocratica e stracciona, tetra, buffonesca, potrei continuare fino a domattina. Ma Federico, va a dormire, va. Posso farti una domanda? No, non mi fido, ciao. Buonanotte. Federico Fellini, c'était ensuite, toujours début 70, les souvenirs, encore et toujours, avec Amarcord. Souvenirs de la ville de Rimini avant la guerre, l'école, avec des profs tous plus étranges les uns que les autres, mais aussi les cérémonies fascistes dans la rue, à la gloire du Duce. Souvenir également d'un immense paquebot, le Rex, et ses apparitions fantastiques. Et souvenir enfin de premiers émois amoureux liés, comme par hasard, au cinéma. E finalmente. Cosa cerchi? Federico Fellini, c'était ensuite, dans la deuxième partie des années 70, une ultime collaboration avec Nino Rota pour le téléfilm Prova d'Orchestra, où Fellini imagine les répétitions d'un concert qui vont rapidement dégénérer. Basta! Basta! Et puis, quelque temps avant cela, Casanova avec Donald Sutherland dans le rôle titre. Soit Venise à la fin du XVIIIe siècle, Casanova et ses étranges ballets érotiques, puis Casanova et ses étranges ballets mécaniques, ce qui ne sera pas sans lien. Un film, une nouvelle fois sur la fin d'une époque qui n'en finit plus de mourir, et une nouvelle scène pour dire l'extinction d'un monde à l'issue d'une séance à l'opéra.
Federico Fellini, c'était ensuite des années 80 qui s'ouvrent par La Cité des Femmes, où Marcello Mastroianni découvre en rêve un monde hors du temps, avec notamment des couloirs plutôt insolites. Ti voglio cercare, trovarti con le mie mani. Oddio mio. Et puis en 1983, et vogue le navire et son paquebot rempli de chanteurs et chanteuses d'opéra. Et enfin en 1985, Ginger et Fred, dans lequel Fellini constate l'enlaidissement du monde et la mainmise désormais avérée de la télévision sur le cinéma, avec des personnages plus tout à fait à leur place dans un monde qu'ils traversent désormais comme des fantômes. Alors les moments de grâce sont toujours possibles, mais ils sont plus rares et arrivent au moment où on ne les attend plus. Par exemple dans ce décor improbable de toilettes en construction, quelques secondes de beauté dans un monde de laideur, sauvé du temps par Giulietta Masina et Marcello Mastroianni. Come sto? Perché no? The Steps, Che c'hanno gli Steps? inesistenti. Federico Fellini, c'était ensuite, au carrefour des années 90, deux derniers films par la force des choses testamentaires, La Voce della Luna, dans lequel Roberto Benigni puis Paolo Villaggio traversent eux aussi un monde dans lequel ils n'ont visiblement plus tout à fait leur place. Mais le véritable film testament de Fellini reste pour nous celui qu'il réalise 3 ans plus tôt pour la télévision italienne, dans lequel il se met en scène dans son propre rôle, tentant de réaliser une adaptation de l'Amérique de Kafka. Le cinéaste imagine donc son chant du cygne et met en scène quelques éphémères moments d'euphorie avant le vide et le silence des studios de Cinecittà. Ecco, il film dovrebbe finire qui. Anzi, è finito. Mi sembra di sentire la voce di un mio antico produttore. Ma come? Finisce così, senza un filo di speranza, un raggio di sole. Ma dammi almeno un raggio di sole, mi supplicava alle prime proiezioni dei miei film. Un raggio di sole. Ma, non so, proviamo. La nuova varietà del tè! Uno, prima! Federico Fellini, c'était, et c'est enfin, une influence immense sur le cinéma contemporain, son œuvre étant passée, plus que d'autres, à la postérité. La Dolce Vita, par exemple, est un film qui ne cesse de ressurgir dans d'autres films, par exemple à une séance de cinéma dans Divorce à l'italienne, en présence de Marcello Mastroianni, ou longtemps après, la Dolce Vita, diffusée à la télévision japonaise dans Lost in Translation, tandis que dans Nous nous sommes tant aimés, Ettore Scola revient sur le tournage de la scène de la fontaine de Trevi. 8,5, quant à lui, a influencé aussi bien Bob Fosse pour son autobiographique All That Jazz, que Martin Scorsese pour l'un de ses premiers courts-métrages, It's Not Just You Murray, alors que dans Nine, Daniel Day-Lewis reprend le rôle de Mastroianni, mais en version musicale. Et puis les films de Fellini sont évoqués en cours le lendemain de leur diffusion à la télé, dans Le Péril jeune. On a vu Amarcord. Amarcord. Tu connais pas? Non. Où ils sont débattus bruyamment dans les files d'attente des cinémas new-yorkais, dont Annie Hall. Mais enfin, celui qui aura le mieux cité Federico Fellini reste et restera à jamais Federico Fellini lui-même, car c'est connu, le cinéaste dans Intervista a joué avec le temps et a remontré sa propre scène de la Dolce Vita à ses deux comédiens, Marcello Mastroianni et Anita Ekberg, quelques 25 ans après.
Une scène que sans nul doute seul Federico Fellini pouvait inventer. Music.